OK. Enregistrement de... Enregistrement. Yeah. Enregistrement du récapitulatif des 3 premiers cours d'introduction à l'aquarelle. Allô, bienvenue à ce vidéo récapitulatif des 3 premiers cours, de la matière des 3 premiers cours d'aquarelle en introduction pour l'hiver 2025. Donc, cette vidéo va être disponible pour tous, mais je l'ai faite parce que on a eu un début de saison un peu chaoteuse, côté d'horaire. Avec les inscriptions, ça a pris du temps avant de remplir le cours. On a failli pas partir le cours et finalement, on a parti le cours plus tard. Et donc, il y a des personnes qui n'étaient pas inscrites quand le cours a commencé et il y a des personnes qui étaient absentes. Et il y a eu des personnes absentes à chacun des différents cours. Et là, cette semaine, pour une raison qui n'est pas de la faute de personne, il n'y a pas de cours, mais c'est une bonne occasion de revenir à l'arrière pour réviser ce qu'on a vu dans les 3 premiers cours. Comme ça, la semaine prochaine, quand on embarque dans le 4e, le live ouvert, on se sent à jour et prêt et on a envie de sauter et de plonger dans l'action. Donc, le cours 1, c'était sur les dilutions. On a fait les dilutions de... moi, je parle des termes un peu alimentaires, de crème épaisse à crème café, à lait complet, à lait 2%, à lait crémé. C'est un petit peu ma façon de... Même si c'est pas blanc, c'est du violet. On parle d'épaisseur et de consistance. Et donc, c'est une façon de jouer avec les proportions d'eau versus peinture pour explorer les possibilités avec une seule couleur. Donc, ça, c'est notre premier cours. Deuxième cours, c'est le cours sur les couleurs. Avec les 3 couleurs primaires, on crée les 3 couleurs secondaires. Fait qu'on va voir ça ensemble et on va voir pourquoi 3 couleurs primaires, c'est bien en industrie, mais ce qu'on aime faire en art, c'est utiliser le plus possible de couleurs pour ouvrir les possibilités. Et je vais vous montrer la roue à 6 couleurs, c'est-à-dire 2 variations de chaque couleur primaire. Et ensuite de ça, le cours 3, c'est le cours sur les lavis. Donc, c'est de la technique de la base, de qu'est-ce que ça représente de faire l'aquarelle. Le lavis en aplat, le lavis en dégradé, avec un petit exercice de lavis avec retour sur les notions chromatiques qu'on a vues au premier cours. Fait que, sans plus tarder, on va commencer avec les dilutions. Donc, on peut se sortir une belle page de papier d'aquarelle. Et je ne sais pas si je garde ça ici, pas loin. Je vais le garder en avant comme référence. Et on va se sortir un beau pinceau à aquarelle. Et on va se sortir une seule couleur. Donc, traditionnellement, j'utilisais souvent le bleu. Et il est rendu un peu vieux, mon bleu. Tant mieux, je vais l'utiliser tel quel. C'est une bonne occasion de voir un peu comment ça se passe quand la couleur est très, très sèche. C'est pas bien grave, on peut l'utiliser quand même. Si je réussis à la sortir de mon tube, par contre, on va... Ça marche. OK. Fait que, elle est beaucoup plus... elle est beaucoup plus épaisse que ce qui sort d'un tube frais,
Mais c'est pas grave, vous pouvez l'utiliser quand même si ça vous arrive. Si vous avez hérité de tubes du kit de quelqu'un qui faisait de l'aquarelle et qui n'en a pas fait depuis longtemps, vous pouvez quand même utiliser ce matériel-là sans problème parce que l'aquarelle, son but, c'est de se remouiller à l'eau. Ce qui veut dire que si vous faites de l'aquarelle avec un kit avec des pastilles, ça donne le même effet. Les pastilles, elles sont sèches et il faut juste les remouiller. Donc, ce que je commence par faire, c'est créer une dilution très, très épaisse qu'on va appeler... Je vais envoyer mon petit plat comme c'est ici. Donc, ça éclabousse un petit peu, mais c'est pas bien grave. Ce qu'on cherche comme dilution épaisse, c'est quelque chose qui est très, très fort en couleur et qui ne bouge pas beaucoup dans l'assiette. Quand on la bouge, elle est très lente. Elle se promène très lentement dans l'assiette. Et donc, quand on utilise cette couleur-là, c'est déjà assez prononcé comme dilution. Parce que j'ai mon... Donc là, on peut aller remplir notre carré et absorber tous les excédents qui se promènent. Donc ça, c'est ma première dilution très, très concentrée que j'appelle la crème 35%, la crème épaisse. Là, on va aller... ça, je vais enlever les excédents. À partir de la flaque qu'on a, qui est en consistance crème épaisse, on peut rajouter de l'eau. Et chaque fois qu'on rajoute de l'eau, on est en train de diluer. Si je reviens avec un deuxième pinceau plein d'eau et que je mélange le tout, je me ramasse avec une couleur. Si vous voyez son comportement dans l'assiette, elle bouge un petit peu plus vite que celle de tout à l'heure. On va faire... Oups! Elle est beaucoup plus rapide. OK. Voilà. Si on rajoute encore de l'eau, là, vous remarquez, ce qui se passe en haut, j'ai pas vraiment bougé dedans et ça tend à moins se promener. Ça, c'est c'est encore de la consistance crème, ce qui se passe en haut. Oups, j'essaie de pas en ramasser dans mon pinceau. Puis ce qui se passe en bas, je vais dire en bas dans le sens que on parle d'en haut, en bas d'écran, mais je pense que j'ai une légère inclinaison, fait que l'eau se ramasse quand même plus ici. Et tout ce que je mélange de ce côté-ci est beaucoup plus dilué. Et donc, si je viens faire un troisième passage, vous voyez qu'on a déjà encore plus de transparence. Et là, si je vais chercher encore de l'eau, encore juste dans la zone d'en bas, là, vous voyez que tout ce que je bouge, ça revient tout de suite en flaque. Ça réagit un petit peu plus comme de l'eau. C'est beaucoup moins épais comme mélange. Et si je viens placer cette couleur-là ici à côté, elle est beaucoup plus pâle. Et si je fais un dernier ajout de couleur, si je ramasse cette couleur-là puis je viens la porter à côté, vous voyez qu'elle est très transparente. On pourrait même venir chercher plus d'eau encore jusqu'à ce qu'elle soit une petite couleur fine, 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 fine. Si j'enlève les excédents d'eau.
Fait qu'on n'a pas la même intensité de gradation entre les différentes couleurs, mais chaque fois qu'on rajoute de l'eau par rapport à la quantité de couleur, on crée une dilution et donc on crée une transparence dans la couleur versus une intensité, une opacité dans la couleur concentrée. Et ça, avec le blanc du papier, c'est ce qui va jouer aussi avec la valeur de votre couleur. Donc, les couleurs pâles versus les couleurs foncées. Fait que c'est ça. Et donc, dans l'exercice que j'ai proposé de faire, c'était de créer des scènes où est-ce qu'on créait juste des espaces séparés et qu'on remplissait les zones avec les différentes dilutions, peu importe quelle zone était où, et on crée une image à partir de ça en jouant avec les différentes tonalités. Ça ici, c'est un dégradé donc, c'est le même exercice que ça, mais ça se passe pas mal dans le même trait. Et ça va être notre introduction à ce qu'on faisait au cours 2. Donc, on va... Donc ça, on va l'appeler... Oups! Mon petit S, il a descendu un peu. Le cours 1, comme c'est ici. Fait que le cours 2, oups, j'ai fait un 2 à la place du S. J'essaie d'aller trop vite. Et là là. Alors, au cours 2, je propose à tout le monde de faire une charte de leur palette de couleurs. Où est-ce que j'ai mis ma... Où est-ce que ma charte est cachée? Je ne sais pas où est-ce qu'elle est cachée. Ah, la voilà. Donc, quand on a une palette de couleurs, qu'on l'ait achetée ou qu'on l'ait créée soi-même, on a un ensemble de couleurs qui ont l'air de ce qu'elles ont l'air dans la palette. Mais des fois, c'est difficile de voir la couleur réelle dans la palette. Et ce qu'on veut, c'est être capable de savoir à quoi ces couleurs-là correspondent dans leurs différentes intensités. Donc, on fait tous des petits dégradés de concentré à dilué de chacune des couleurs. Et moi, je les ai créés pour les placer aux mêmes endroits où est-ce qu'ils se situent pour de vrai dans ma palette pour pouvoir les repérer visuellement rapidement quand je fais des choix de couleurs. Donc, quand je me demande quel type de couleur que je veux utiliser, je peux regarder sur ma charte plutôt que regarder dans mes godets. Parce que des fois, les godets, ils peuvent être sales. Des fois, ils sont très concentrés puis on ne voit pas. Ça a l'air très foncé, très noir, ce qui se passe dans mon godet ici, mais on sait que c'est ce genre de violet-là. Puis, mes 3 godets qui contiennent du noir, ben ces 3 noirs différents, ils ont une texture et une tonalité différente. Et je peux le voir sur ma charte plutôt que d'essayer de deviner ce qui se passe dans mes godets. Donc, pour ça, je vais vous encourager à faire une série de... donc, vous pouvez le préparer autant que vous voulez avec... vous pouvez mettre, dans ce cas-ci, j'avais mis du ruban masque entre mes couleurs. J'avais tout identifié, la longueur de mon papier, la largeur pour que ça soit la même chose que ma plaque. C'est pas obligatoire de faire ça, mais c'est une bonne idée d'avoir une charte. Donc, elle n'est pas obligée d'être mathématiquement correcte par rapport à l'emplacement de votre palette, mais ça aide à retrouver un petit peu mieux. Donc, moi, j'avais fait avec des rubans masqués pour créer des belles bordures, mais c'est pas nécessaire de le faire. J'ai ici un exemple d'une autre palette que j'ai. Donc, une palette de 6 couleurs d'une marque, c'est tous des petits godets comme ça de Rosa. Et j'ai juste descendu un petit dégradé rapide de chacune de mes couleurs pour me donner une idée de ce qu'elles ont l'air. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On prend la couleur très épaisse. Donc, vous voyez que je suis en train de... Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran.
Là où ce que j'ai ma petite motte de couleur qui sortait directement de mon tube. Et donc, on crée un trait avec cette couleur très, très, très prononcée en haut. On enlève les excédents. On vient avec un pinceau mouillé, pas dégoulinant, mais il est bien mouillé. Je ne l'essore pas. Et on vient déposer l'eau dans le trait qu'on a fait et on descend en écrasant comme ça ici. Puis on peut remonter. Ça, c'est une bonne occasion de vérifier comment ça se passe, la migration des pigments. C'est-à-dire, quand il y a de l'eau, les pigments ont envie de bouger. Fait que chaque fois que vous rajoutez de l'eau, vous créez une occasion pour les pigments de se promener librement. Puis, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau, mais il faut quand même que ça bouge derrière votre pinceau. Si vous voyez vos traits de pinceau, vous n'avez pas assez d'eau. Voilà, comme ça. Et là, je passerai à la prochaine, je rincerai mon pinceau complet et je passerai à la prochaine couleur. Je vais sortir justement mes autres exemples de couleurs que j'avais prévus pour la roue de couleurs. Donc, j'ai, un jaune que je vais sortir ici. Il est beaucoup plus crémeux. Je n'ai pas eu à me battre avec celui-là. Et j'ai un violet rouge permanent. Fait que violet rouge, ça se rapproche plus du magenta, qui est un type de rouge qui est plus rosé. Ah, lui aussi, il est sec, hein? Oh là là! Je voulais éviter de faire du montage, mais je pense que je ne vous ferai pas subir ça, moi qui est en train de se battre avec le tube pendant que j'essaie de retrouver de la couleur. Ouais, je vais être obligée de faire du montage vidéo puis de couper à cet endroit-là. Bon, on va aller détruire le tube. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Faut que j'y aille avec une spatule. OK. Bon, ça devrait être suffisant pour aujourd'hui. On va s'arranger avec ça plus tard. Super. Peut-être que j'allume la lumière aussi, parce que je commence à perdre la lumière. Hi! Est-ce que je vais m'en sortir sans... On va se débrouiller avec ça. OK. Donc, maintenant que je me suis bien battue avec mon tube et que j'ai réussi à sortir de la couleur, on va aller réhumidifier. Et là, on crée notre première
zone de couleur. Et là, avec le pinceau, pas dégoulinant, mais quand même mouillé, on vient déposer de la couleur et tirer, mouiller par le bas. Voilà, comme ça. Avec le bleu, je l'ai patiné beaucoup. Celui-là, je l'ai descendu d'une traite. C'est pas nécessaire de le descendre d'une traite, mais l'idée, c'est de s'habituer à faire les dilutions pour connaître le comportement de l'aquarelle et donc de comprendre qu'est-ce qui est suffisant puis d'arrêter quand c'est le temps. Puis là, on va aller chercher un petit peu du beau jaune qui est ici. Puis on va le placer comme ça. Ouais, il n'est pas très épais dans le haut. Il bouge pas mal encore. J'avais beaucoup d'eau déjà. Fait que on va aller chercher juste de l'eau un petit peu. On va descendre notre zone d'eau. C'est super ça. J'en ai pas mal de l'eau. Ça se promène beaucoup. Je vais peut-être juste rajouter. Donc, quand on voit que ça se répartit beaucoup puis ça bouge beaucoup en haut, il n'y a rien qui nous empêche de retourner chercher la couleur très concentrée en haut puis de la déposer là où est-ce qu'on la veut plus concentrée et de redescendre tranquillement. C'est ici. Puis là, je l'ai descendu presque un peu trop. Donc, en rinçant mon pinceau, il est encore mouillé, mais pas dégoulinant. Je viens pousser avec de l'eau mon pigment jusqu'en haut et j'absorbe les excédents. Vous pouvez remonter, descendre plein de fois jusqu'à créer le dégradé que vous avez envie de faire. Voilà. Puis là, je vais faire exprès de les laisser imparfaits. Celui-là, il est super beau. Celui-là, en tout cas, je pense qu'ils vont bien sécher puis ils vont être pas mal jolis. Fait que ça, avec toutes les couleurs que vous avez dans vos chartes, ça va vous aider à les voir visuellement puis à faire des choix par la suite. Mais là, on parle des 3 couleurs primaires ici, ou en fait, ce que j'avais dans mon kit qui ressemblait le plus possible aux couleurs primaires neutres, c'est-à-dire un bleu, celui-là, il est phthalo, il se rapproche du cyan. Mon rouge violet permanent, oui, c'était ça le nom, qui se rapproche du magenta, et mon jaune azo clair, qui se rapproche du jaune primaire, si on veut. Puis les couleurs primaires, magenta, cyan et jaune, ce sont des standards d'industrie. C'est pas nécessaire de trouver les équivalents en peinture. C'est pas nécessaire d'avoir exactement ça en peinture. On s'en rapproche ici parce qu'on va faire l'exemple de la roue des couleurs avec les mélanges des 3 couleurs primaires. Puis on voit ensemble pourquoi ces 3 couleurs-là, elles sont magnifiques en industrie parce qu'elles permettent beaucoup de choses, mais qu'en art, avec plus de couleurs, on permet d'ouvrir encore plus les possibilités. Donc, sur ma feuille de cours, que le petit fichier que j'ai déjà fait, j'ai fait un beau cercle avec toutes les répartitions et tout, et avec jaune, bleu, rouge et tous les noms des couleurs primaires et secondaires. C'est pas nécessaire d'avoir ça pour être capable de faire une belle roue primaire. Donc, si vous n'avez pas le document, je vais probablement trouver un moyen de faire le rendre disponible avec 2-3 clics. Mais il est imprimé sur du papier épais, du papier cartonné. Parce que l'aquarelle sur du papier d'imprimante régulier va vous faire vivre toutes sortes d'émotions pas très agréables. Ça prend un papier plus épais qui est capable d'en prendre.
ou du papier d'aquarelle. Fait que moi, sur mon papier d'aquarelle, je vais tracer juste, je veux dire, je vais tracer, je vais faire un, tiens, je vais faire, on va se décomplexer. Je vais créer 2 cercles. Le premier, je vais l'utiliser pour une roue à 3 couleurs primaires. Puis l'autre, ça va être une roue à 6 couleurs primaires. Fait que je vais la séparer en 3. Puis celle-là, je vais la séparer. Oh, et ça n'a pas besoin d'être parfait, hein? Fait que là, j'aurais pu faire des lignes complètes rendues là avec ça. avec celle-là. Donc, la couleur, on va... Ouais. On va voir comment on fonctionne pour ça. Dans le fond, on va mettre un petit peu... On va identifier les pôles, comme c'est ici, comme chacune des lignes existe pour sa couleur. L'ordre dans lequel vous le faites n'importe pas du tout, parce qu'elles vont se retoucher, peu importe, et vous allez réussir l'exercice quand même. Fait que si vous décidez de mettre le bleu là en premier, le rose là et le jaune là, c'est tant que vous avez un pôle pour chaque couleur, vous allez réussir cet exercice. Donc, quand on mélange, on va faire ça comme ça. J'ai pris ma couleur comme c'est ici et je vais faire, la même chose que j'ai faite avec mon petit pinceau. Il était un peu sale. J'ai traîné un petit peu de bleu. Burk. On se donne droit à l'erreur, hein? C'est une charte pour comprendre ce qui se passe. Si vous aimez les belles notes de cours, prenez le temps de bien laver votre pinceau et de faire descendre la couleur. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Puis on va faire la même chose ici. Voilà. Oups! Le but, c'est pas de les mélanger encore. On veut juste les faire se côtoyer. Donc, les 3 couleurs primaires, quand on les mélange entre elles, on crée ce qu'on appelle les couleurs secondaires. Les couleurs secondaires, c'est le vert, le violet et le orangé. Et vous connaissez probablement où est-ce que ça se passe. Tout le monde a déjà fait ça au moins une fois dans sa vie. Donc, on va les créer à partir de nos 3 couleurs primaires. Donc, je vais prendre un peu de mon jaune. Je vais le placer ici, donc à l'extérieur de où est-ce que mon jaune est. Je vais aller chercher une petite touche de bleu, une petite touche à la fois de bleu, parce que le bleu est très puissant pour son pouvoir de coloration. Fait que je viens de créer un vert. Je vais le placer au centre, comme c'est ici. Si notre vert a plus de jaune dedans, on peut faire un vert plus jaunâtre ici à côté. Et si notre vert a plus de bleu dedans, ça crée un vert un peu plus foncé ici. Comme c'est ici. Fait qu'on va faire encore le même exercice. On va sortir du jaune de sa zone de couleur peu. On va la mettre dans une zone de mélange. Ça ne dérange pas où. Puis, on va aller chercher... Je vais juste mouiller mon magenta comme ça. Que je vais aller chercher. Mon pinceau, il y a un petit peu de jaune dedans. C'est pas super grave. Fait qu'on vient ramasser du magenta et on les mélange tranquillement ensemble.
Ici, quand on voit que le magenta il est très puissant aussi, là, il est en train de créer un rouge. Fait que je vais le placer, je vais rincer mon pinceau. Je vais essayer je vais aller chercher un petit orangé, ce qui veut dire que je vais retourner dans ma zone de jaune, puis je vais tirer juste un petit peu, mais je ne vais pas tout mélanger ensemble. Je vais juste en prendre un petit peu du rouge qui se promène pour créer mon orangé. Fait que là, mon orangé, j'en ai un ici. Je vais le placer au centre, comme c'est ici. Puis là, vu que j'avais un beau rouge orangé ici, celui où il y a le plus de rouge, je peux le mettre entre le orangé et le magenta. Je vais même créer cette zone-là comme c'est ici. On peut rincer le pinceau. On peut rechercher du jaune, puis aller chercher un petit peu d'orangé jusqu'à ce qu'il soit un petit jaune orangé qui n'est pas aussi jaune qu'avant, mais qui n'est pas aussi orange que celui-là ici. Puis on peut créer cette autre couleur-là. Oups! On enlève les excédents. Ça n'a pas besoin d'être absolument parfait, hein? Puis là, je vais prendre, entre le bleu et le magenta, les deux ont un pouvoir de coloration intense, mais je vais prendre le magenta en premier dans une zone de mélange. Et je vais faire la même chose, je vais aller ramasser un petit peu de bleu et il est vraiment très très fort, faites attention. Puis là, je les mélange ensemble jusqu'à ce que j'aie un beau... Oups, excusez-moi. Un beau violet au centre. Comme c'est ici. Il est vraiment très beau. Fait que si je vais chercher plus de bleu, ça va être plus comme un indigo. Fait que je peux le placer entre mon violet moyen et mon bleu. J'ai un petit indigo. Et si on rince et qu'on va chercher un peu de magenta et on le mélange un petit peu au violet qu'on avait juste pour teinter notre petit magenta, on se retrouve avec une couleur. Et donc, on vient de créer une roue de couleurs possibles. Donc, les 3 couleurs primaires ouvrent un potentiel de couleurs juste parce que, en se mélangeant entre elles, on crée l'entièreté des possibilités. Et donc, les couleurs qui... voyons. Oui, c'est ça. J'essaie de... Je me demande si je vais tout de suite dans la neutralisation. Donc, ce qui est à l'opposé dans la roue des couleurs, c'est, on appelle ça la complémentaire. Et les complémentaires, c'est des couleurs qui se font vibrer l'une l'autre. Quand on les met côte à côte, ce sont des couleurs qui ont un beau contraste. Donc, le jaune et le violet, côte à côte, c'est des traits au contraste. Le bleu et l'orangé, le magenta et le vert. Il y a comme plein de ces combinaisons-là à faire juste en regardant l'opposé des roues des couleurs. Il se trouve aussi que quand on mélange, fait que là, j'ai mon jaune qui est mélangé à mon bleu qui fait mon vert, j'ai mon magenta ici. Et si, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange tout ce qui se ramasse ensemble, les 3 couleurs primaires ensemble. Oups. Oh, il est presque. J'ai à peu près la bonne quantité. On se ramasse avec un gris. Oui, il est bien neutralisé. Il est presque neutre. Il est un petit peu bleuté, mais pas trop. On se ramasse avec un noir ou un gris chromatique, c'est-à-dire qu'on c'est pas le pigment qui est noir, on l'a mélangé pour le grisonner. Et donc, quand on a les 3 couleurs ensemble, ça donne un gris qui est neutre. Mais quand on prend un petit peu de bleu pour mettre dans ton orange, on enlève la vivacité du orange et vice-versa. Donc ça, c'est une façon d'augmenter la vivacité des couleurs ou de la réduire. Et c'est là quelle est la limite des 3 couleurs primaires. Les 3 couleurs primaires ont une légère teinte qui ne permet pas d'aller à l'extérieur. Dans nos 6 couleurs primaires, si je prends par exemple
si je vais fouiller dans ma palette, dans les variétés de jaune que j'ai ici, tout ça, on ne peut pas dire qu'ils se sont tous des jaunes primaires. On pourrait dire que celui-là et celui-là, et à la limite celui-là, peuvent se rapprocher. Mais celui-là tend vers le vert, c'est un jaune un peu verdâtre, ainsi que celui-ci. Et ces deux-là tendent vers le orangé, c'est un jaune orangé. Donc, des fois, on utilise les termes couleur chaude, couleur froide. C'est un terme qui est mélangeant parce que c'est pas... ça peut tomber dans le subjectif et devenir mélangeant. Donc, quand je vais parler d'un jaune, je vais parler d'un jaune orangé ou d'un jaune verdâtre ou un jaune presque neutre. Et là, quand on fait nos 6 couleurs primaires, ben si j'utilise le jaune en haut, je peux utiliser un jaune qui tend vers la couleur secondaire, c'est-à-dire le orangé. Si j'utilise une couleur de départ qui tend déjà vers ça, quand je vais la mélanger, ça va augmenter l'intensité. Alors que si j'utilise quand je veux faire un orangé, si j'utilise un jaune qui tend déjà vers le vert, ça veut dire qu'il y a un peu de bleu dedans, ce qui veut dire que ça va neutraliser et que ça va atténuer l'orangé. On va faire l'exercice ensemble, puis on va observer comment je préfère ça ici. Je m'étais laissé de la place pour sortir des autres couleurs. Je les sortirai pas des tubes, je vais les sortir de ma palette. Mais je vais utiliser des couleurs qui sont dans... Donc, parmi mes bleus, j'ai des bleus qui tendent vers le vert et j'ai des bleus qui tendent vers le violet. Celui que j'ai sorti, il est déjà un peu plus vers le violet, donc je vais sortir un bleu qui tend vers plus le vert déjà, donc un bleu turquoise. Fait que je vais sortir un petit peu de cette couleur-là pour cette zone de mélange-là. Fait que là, si j'ai dans ma zone des bleus, je vais placer ce bleu-là de ce côté-là. Et je vais placer mon bleu original de ce côté-là. Oups, il est très très fort. Voilà. Fait que là, à la place d'avoir une seule couleur primaire, j'ai 2 bleus primaires. Ce qui veut dire que lui va se mélanger seulement avec ce qui se trouve de ce côté-là et lui va se mélanger seulement avec ce qui se trouve de ce côté-là. Donc, lui va seulement servir à faire un mélange pour faire du vert, alors que lui va seulement servir à faire le mélange de violet. Celui-là, le magenta, c'est un rouge qui est déjà un peu froid. Fait qu'on va le placer du côté du violet. Et parmi mes rouges que j'ai ici, j'aurais, mettons, celui-là, qui est déjà beaucoup moins rosé. Si je le mets ici, fais le voir à la caméra. C'est un rouge beaucoup plus dans les tonalités chaudes. C'est là que j'utilise le ton chaud-froid. Puis c'est moins... Pour un rouge chaud et rouge froid, des fois, c'est plus facile. Parce que la chaleur, c'est un peu comme le feu, puis le froid, un peu comme... Bref, ça reste mélangeant comme terme. Puis pour mes jaunes, je vais choisir carrément le petit... Celui-là ici. Oups, je sais pas si je l'ai bien montré. Celui-là ici. Comme ça, qui a une teinte verdâtre.
comme ça ici, pour sur les jaunes du côté du vert. Donc, c'est un jaune qui tend déjà un peu sur le vert. Puis de l'autre côté, je vais choisir un jaune qui tend déjà vers le orangé. Est-ce que j'arriverai à le mettre ici dans mon assiette? Oui. Super. Donc, je vais mettre une petite trace de ça de ce côté-là de la roue de couleur. Donc là, vous voyez qu'on a déjà une variation. On a quand même des couleurs primaires, mais en deux types de possibilités. Et on les a placées vers celle qui tend le plus naturellement à être similaire. Donc, si je prends, parce que j'en ai encore dans mon pinceau, si je prends le jaune orangé et je le mélange avec ce rouge-là, ce qui va arriver, je vais aller dans ma petite zone ici. Je vais rincer un petit peu, chercher de mon rouge, puis mélanger ici. Le orangé avec lequel je me retrouve est infiniment plus éclatant que le orangé que j'ai dans mes couleurs primaires. Il est déjà, parce que le rouge est déjà orangé et que le jaune est déjà orangé, le orange est extra orange, si on peut le dire de même. On va faire la même chose avec mon autre jaune. On va le faire avec... je vais mélanger directement dans ma zone de jaune. Je vais venir chercher un peu de cette espèce de bleu. Et là, on a créé tout de suite un vert extrêmement éclatant. Mon linge commence à être pas mal mouillé. Puis ici, on va faire la même chose avec mon magenta et mon bleu, mais en fait, c'est les deux mêmes que j'ai fait tantôt, vu que ce sont deux couleurs. J'ai été salée ma zone de magenta, ça c'est une erreur, faut pas faire ça. C'est pas une erreur, mais c'est juste qu'on essaie de garder notre couleur d'origine la plus propre possible pour pouvoir être capable d'aller se servir dedans. Voilà. Mais tu sais, tantôt, l'effet wow qu'on avait, c'était vraiment, le violet était magnifique. Donc voilà. Fait que si ça vous dit de les faire se rencontrer et se mélanger comme ça ici pour les dégrader, vous pouvez faire ça. On va faire rencontrer le violet avec le bleu pour où est-ce que ça devient encore plus. C'est ici. Peut-être encore plus comme ça ici. Ah, voilà. C'est ici. Voilà. Fait que ça, je suis juste en train de faire des zones de mélange entre les couleurs, les mêmes couleurs que j'ai utilisées. Là. Voilà. Fait que là, on a un petit dégradé qui se passe. Et là, si je vais entre mes deux ici, le jaune est... Oh, il est si beau, ce vert-là. Il est éclatant. Puis si on va chercher plus de cette espèce de turquoise, on se ramasse avec une couleur très émeraude, comme c'est ici. Voilà. Fait que si on regarde côte à côte,
la roue de nos couleurs primaires, on a fait essentiellement la même chose. On a juste mélangé du jaune et du bleu pour créer du vert. Et un espèce de rouge et du jaune pour créer un orange. Mais quand on utilise le bon rouge avec le bon jaune, ça crée un meilleur orange. Le bon jaune avec le bon bleu, ça crée un meilleur vert. À l'inverse, si on veut des couleurs un petit peu plus sages, comme un orange brûlé, comme un vert olive, ben on fait exprès d'utiliser la couleur inverse pour casser et neutraliser, comme je l'ai expliqué avant. Donc, voilà, ça c'était la roue des couleurs. Fait qu'au cours 2, c'est ce qu'on va faire la charte de nos couleurs et la roue des 3 couleurs primaires et les 3 couleurs secondaires. Et la raison pourquoi j'ai des roulettes dans le bas ici, c'est pour faire toutes sortes de tests. Dans le fond, tout ce que vous identifiez dans vos couleurs, si vous les placez à 3 emplacements, puis vous demandez c'est quoi ça fait le mélange qui se ramasse en dessous. Faites des tests. Vous pouvez prendre des couleurs secondaires comme un orange, un vert et un violet, puis les mélanger ensemble, puis voir qu'est-ce que ça donne. Faites des tests, soyez curieux, puis amusez-vous. Là, ça, c'était le cours 2. Et là, le cours 3. Je vais utiliser tout ce que j'ai ici. Tant qu'à avoir beaucoup de peinture de sortie. Fait que le cours 3, c'est sur les lavis. C'est l'introduction au lavis. Le lavis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme laver, c'est une zone mouillée dans laquelle on travaille. Donc, dans ce cas-ci, c'est un lavis en aplat où est-ce qu'on a rempli l'entièreté de la feuille avec une couleur en aplat, c'est-à-dire la plus uniforme possible. La plus uniforme possible. Et les erreurs arrivent. C'est vraiment pas facile en aquarelle de créer un aplat de couleurs, surtout pas en pleine feuille. Mais l'exercice de le faire au moins une fois, c'est très formateur. Fait que je vais vous montrer la méthode pour descendre un lavis sur une pleine feuille avec une première technique de juste descendre mouillé sur sec. On va faire ça ensemble. Pour ça, c'est une bonne idée d'avoir la petite plaque dont je parlais parce qu'on peut surélever légèrement. Donc, au lieu d'être à plat, je vais comme un petit peu donner un angle pour que la gravité aide la couleur à couler comme ça ici. Je vais donc chercher une feuille. Je vous conseille de travailler avec quelque chose. C'est pas plus large, pas vraiment plus large que ma main. Il faut travailler avec des plus petits formats. Faites pas une pleine feuille grandeur tablette pour votre premier essai. C'est un peu décourageant. Ensuite de ça, le pinceau que j'ai utilisé depuis le début, c'est un bon pinceau d'aquarelle tout allé. Il y a beaucoup de place pour ramasser beaucoup d'eau puis une belle pointe. Sauf que quand on fait un lavis, on est mieux d'utiliser un pinceau à lavis. Et ça, c'est des pinceaux qui ont pas nécessairement une pointe de précision, mais qui ont plutôt la capacité d'absorber beaucoup d'eau. Fait que pensez à laver un plancher avec une mop, puis pensez à votre pinceau qui ressemble le plus à une mop possible. Je vais prendre l'exemple ridicule ici. Ce pinceau-là, comme vous pouvez voir, je vais faire avec l'exemple ridicule. Ça va être très drôle, puis ça va être rapide. On va tous rire ensemble de comment ça va se passer. Ce qu'il faut pour faire un grand lavis, c'est suffisamment de couleurs. Je vais donc sélectionner une couleur. Je vais enlever le vert qu'il y a dans ma zone centrale. Et je vais utiliser mon violet. Et là, pour utiliser mon violet, ça me prend... Là, ce pinceau-là, il est capable de boire beaucoup d'eau et de redonner beaucoup d'eau. Ce qui veut dire que là, je suis en train de me créer une flaque,
comme ça ici. Pour créer vos couleurs, vous n'avez pas besoin d'utiliser un pinceau à la vie. Dans les faits, le pinceau à la vie, il est capable de ramasser beaucoup d'eau, mais ça se peut qu'il vous donne la misère pour aller chercher vos couleurs, surtout si vous travaillez avec une palette de voyage avec des pastilles sèches plutôt qu'en tube. Fait que la petite pointe de ce pinceau-là peut aller gratter la couleur puis la déposer pour être capable de mélanger la quantité de couleurs dont on a besoin à l'intérieur. Puis là, ben, quand j'essuie mon pinceau sur le bord, il relâche plus facilement la couleur qui est absorbée. Si je vais chercher un tout petit peu de ce bleu-là, il va revenir très, très violet foncé. Voilà. Puis, je veux qu'il soit encore plus mauve que ça. Yes! Fait que là, je suis en train de créer une grande quantité de mon mélange. Pourquoi c'est important d'en avoir une grande quantité? C'est parce que le pinceau, il est capable d'en absorber énormément. Et parce que le lavis, il veut avoir la même couleur du début à la fin. Il ne faut pas manquer de couleur. C'est pas le temps, pendant qu'on a parti un lavis, de recommencer à mélanger de la couleur. Donc là, je me suis créé quand même une vraiment belle flaque de couleurs. Je pense que j'en ai suffisamment, surtout que mon pinceau il est énorme et il est gorgé de couleurs. Et là, je vais légèrement surélever donc mon papier. On pourrait mettre, je l'ai pas tapé, je ne l'ai pas fixé avec du ruban. Le tape, ça empêche le gondonnement et aussi ça fait des belles bordures. Ça, c'est le fun. Mais pour l'exemple ici, je vais donner juste une petite inclinaison de 10-15 degrés. C'est pas énorme, là. Je l'ai levé de à peine quelques centimètres. Un bord. Et là, ce qui est important à faire, là, mon pinceau, il est énorme. Fait que ça va aller très rapidement. Plus le pinceau il est gros par rapport à la feuille, plus il va être efficace à remplir la zone très, très mouillée. C'est important d'être mouillé. C'est un lavis. Donc, on commence avec le bord de la feuille. Voilà. Et là, ce qu'on veut, c'est mouiller le papier au complet. Et on peut faire le zigzag ou on peut revenir de l'autre côté. Mais ce qui est important, c'est toujours toucher à la zone mouillée pour l'agrandir. On touche et on l'agrandit. On peut rechercher de la couleur. On touche, on agrandit. Et vous voyez que la gravité aide à faire descendre. Donc, il faut qu'on soit assez mouillé pour pas voir, pour que ça bouge et que les coups de pinceau se corrigent par eux-mêmes. Voilà, comme c'est ici. Et là, vous voyez que mon papier est gondole. Ça, c'est très normal. C'est pas, plus le papier il est épais et plus il est de qualité, c'est-à-dire le contenu en coton est élevé. Plus le papier est capable de prendre ce type de travail-là sans gondoler. Fait que là, hop là, mes petits doigts, comme c'est ici. Et voilà. Donc, j'ai créé un premier lavis. Le gondolement crée beaucoup de déplacements d'eau. Donc, cette première méthode-là, elle est difficile à maîtriser, surtout quand le papier gondole beaucoup, mais c'est normal. Et malgré tout ça, là, mes doigts le salissent de partout, mais malgré tout ça, je vais le mettre de côté pour qu'il sèche comme ça. Il va se calmer. Il est rendu... c'est rendu un demi-tube, c'est rendu un pont. Mais malgré tout, la répartition de couleurs, elle est assez uniforme, elle est bonne. Fait qu'on va on va le laisser tranquille, sécher dans son coin.
On va peut-être le voir un petit peu à l'écran. Je vais le laisser dépasser comme ça. Pendant qu'on fait notre deuxième lavis. Donc, le gondolement, ça se passe quand on mouille le papier et que les fibres en se... Oups, là, je sais pas quoi faire. Il est vrai. Ça, pour éviter ça, on peut préparer le papier en le mouillant au complet, en le laissant sécher au complet et ça redresse les fibres. Ça veut dire que ce papier-là, avant d'être mis en tablette, il est sorti d'un rouleau compresseur qui lui a donné cette forme-là à la fibre. Donc, c'est normal que ça gondole. Paniquez pas si ça arrive. On accepte que le papier se comporte comme il a besoin de se comporter. Mais pour éviter que ça gondole, la deuxième technique de lavis que je vais vous montrer, c'est le mouiller dans mouiller. Donc, l'idée du mouiller dans mouiller, c'est que le papier, il est mouillé déjà avant de poser la couleur. Et ce que j'aime faire, c'est mouiller le papier des deux côtés, ce qui veut dire que il n'y a pas de gondolement parce que les fibres du dessous sont aussi détendues que les fibres du dessus. Et donc, le papier reste bien à plat, bien sagement. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est de se laisser patiner de la couleur sur le dessus. Et pendant qu'il sèche, la couleur descend dans les fibres et le papier absorbe la couleur au fur et à mesure que l'eau s'évapore. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre pinceau, celui-là ici, mais je vais commencer par... Je mouille. Ça, c'est une des façons. Il y a plein de façons de mouiller du papier d'aquarelle parce que le papier d'aquarelle est très solide quand il est mouillé. Il ne va pas se mettre à... il ne va pas se déchirer. Donc, je vais un petit peu laver mes mains. Puis, on va aller chercher... Voilà. Et on peut utiliser un pinceau propre avec de l'eau propre. Mais là, mes os sont un petit peu sales, mais c'est pas bien grave. Si on a une petite teinte, c'est pas la fin du monde. Fait qu'on peut se... Là, on le voit pas super bien à l'écran, mais c'est vraiment juste de l'eau. Et on peut le retourner et patiner. Et on sait que le papier, il est bien mouillé quand... Oups là! Où c'est que j'ai ramassé la petite couleur sur mes doigts? Ah, j'en avais sous l'ongle. Et je te dis... Ouais, la couleur, elle se promène. J'ai lavé mes mains trop vite. Voilà, comme ça. Mais c'est pas bien grave. Avec un petit linge ou un papier absorbant, on laisse dégoûter les excédents et on va les ramasser. Voilà. Ce qui veut dire que ma feuille, elle est mouillée. Là, je la sèche pas, mon linge, il est mouillé. Ce que je suis en train de faire, c'est juste répartir l'eau. On absorbe les excédents et on redistribue l'eau où ce qu'il en manque. Fait que là, ma feuille, comme vous voyez, si je la tire, elle colle après la table. Elle a envie de rester bien à plat. Elle est souple, elle est un peu luisante, mais pas dégoulinante. Fait que ça, c'est le niveau d'eau qu'on va avoir pour commencer le travail. Et là, j'ai envie de faire un beau dégradé de ce bleu-là. C'est mon bleu préféré. Je vais aller chercher un peu de ce bleu-là ici. Je vais aller le poser en ma feuille. Et là, on se souvient, le deuxième exercice, c'est un
dégradé de couleurs. Donc, on va faire rencontrer des couleurs et les faire se mélanger un petit peu. Donc, quand je descends ma couleur sur mon papier, je peux me rendre jusqu'à la moitié et rincer mon pinceau si je veux. Et je peux remonter la couleur comme on a fait avec les tests, comme on a fait avec les petits tests de couleurs, mais à plus grande échelle. On le fait comme c'est ici sur nos bordures. Voilà. Puis, j'aimerais ça, à partir de cette espèce de... où j'en aurai pas assez, je vais aller chercher mon... Je vais aller chercher du jaune là-dedans ici. On va se créer un vert très, très, très éclatant. Ouais. Fait que là, il en reste plus beaucoup. Mes premiers coups de pinceau, je les mets là où je veux le plus de couleurs. Et plus j'avance, moins il y a de couleurs dans mon pinceau et ça fait naturellement un petit dégradé. On peut remonter jusque dans notre bleu et redescendre, ça tire un peu du bleu à l'intérieur de notre vert. Et on pourrait rester comme ça, dans les faits, c'est un très beau dégradé. Ou on peut aller chercher d'autres couleurs, un petit peu, et augmenter l'intensité et changer, faire des variations comme ça. Pendant que c'est mouillé, tant qu'il n'y a rien qui sèche, on peut continuer à le travailler. Ça se fait bien de revenir et mouiller à l'intérieur de la zone de travail. Je vais peut-être aller en chercher un peu dans ma tablette. Et voilà. Ah! Donc là, on est presque à sec. On revient mouiller. Je rince mon pinceau, je fais de l'eau partout, c'est un beau bordel. J'enlève les excédents et je remonte. Puis, est-ce que j'ai envie de rajouter de l'intensité de mon vert en bas et de mon jaune? Peut-être un petit peu. Ah, ouais. Voilà, comme ça ici. Donc là, je rince ma couleur encore. Fait que là, j'ai juste de l'eau ici. Juste pour faire voyager ma couleur. Voilà. Et là, si je lève ma feuille, j'ai un excédent d'eau qui s'est ramassé, qui s'est accumulé en dessous. Là, ce linge-là, il est déjà très mouillé. On va aller retirer l'excédent d'eau. Et voilà. On peut décider de le laisser sécher comme ça. Je vais le placer à sécher avec... Il est déjà en train de sécher. Il est déjà arrêté de... Il s'est mis à gondoler de l'autre bord. Donc, on va mettre lui à sécher avec son ami. Voilà. Et dans le fond, l'exercice que j'ai fait faire à la fin, c'était de reprendre une autre feuille, la mouiller au complet. Dans ce cas-ci, c'est une feuille en coton avec un gros grain. Et j'ai fait la même chose. J'ai mouillé. J'ai commencé par placer le jaune au centre, vu que le jaune, c'est une couleur claire facile à salir. Fait que je l'ai placé au centre et je l'ai tendu. J'ai rincé mon pinceau, j'ai placé mon magenta pour le mélanger en dégradé. Et il y a un peu de bleu qui a teinté pour rendre le magenta plus violet dans les bordures. Fait que c'est pas exactement bleu, mais j'ai utilisé mes 3 couleurs primaires, mon jaune, mon magenta et mon bleu, pour créer ce dégradé-là
qui ne va pas dans une seule direction, mais qui est un dégradé central vers l'extérieur. Et quand on crée ce dégradé-là, une fois que c'est sec, on peut prendre nos 3 couleurs primaires, les mélanger et faire notre gris comme ça. Et on peut aller dessiner des beaux détails pour créer une image tout en douceur et en cohésion chromatique. Fait que voilà, c'était le récapitulatif des 3 cours de la première, de la session d'introduction. Et donc, le prochain cours, on va continuer avec le concept des lavis, comme c'est ici ouvert, mais on va comme trouver comment est-ce qu'on rajoute et on enlève de la couleur et comment est-ce qu'on joue dans ce concept-là du lavis comme d'un terrain de jeu. Donc voilà. Si vous aviez manqué le cours et que vous n'avez pas fait les exercices de la vie, sachez qu'on va éventuellement au cours 6, je pense, on va réutiliser les petits lavis. Donc, c'est pas juste des feuilles de même que vous jetez après l'exercice. Gardez-les, vos exercices. Gardez toujours vos exercices tout le long au moins de la session. On ne jette rien. Même les erreurs nous aident à apprendre. Hein? Donc, vos lavis, qui sont pas... vos 2 lavis comme ça, tels quels, quand ils sont secs, continuez de les amener au cours. On va les réutiliser pour les techniques où est-ce qu'on retire de la couleur et on crée des blancs une fois que c'est sec. Donc voilà. J'espère que c'était clair, que vous vous sentez à jour et confiant avec ce petit rattrapage. Puis encore une fois, je suis désolée du contretemps, mais c'est une belle occasion de se donner le temps de faire le tour des exercices. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre. Et j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine.